Après 6 mois dans l'espace, comment va se passer le retour sur Terre de Thomas Pesquet le 2 juin? Quels sont les sujets probables qui ont des chances de tomber aux épreuves du baccalauréat? À quoi va ressembler la première tournée internationale du président des États-Unis? Alors ces sujets-là et bien d'autres encore seront au cœur de l'actualité dans les prochaines semaines. Nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick Pelloux, bonjour Fred, bonjour à tous. Merci de nous suivre en direct sur Figaro Live et sur Facebook Live. On vous en parle dès maintenant, c'est votre rendez-vous habituel désormais chaque jeudi à 15h10 sur Figaro Live, l'émission d'anticipation qui analyse, décrypte, anticipe l'actualité à venir. Et pour nous accompagner. Oui, mais je précise simplement que comme nous sommes en direct, vous pouvez poster vos commentaires ou laisser vos questions sur Facebook et nos journalistes présents en plateau ainsi que Patrick Pelloux, aujourd'hui notre invité, y répondront tout au long de l'émission. Évidemment, pour nous accompagner, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le médecin urgentiste Patrick Pelloux. Bonjour Patrick. Eh bien, bonjour. On est très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je suis très content de venir vous voir. Donc, comme disait Fred Picard, vous êtes médecin urgentiste et vous étiez l'un des premiers sur les lieux de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. Les victimes étaient d'ailleurs parmi vos plus proches amis. Ouais. Et dans votre dernier ouvrage que l'on voit à l'image, Victime de vie, vous racontez l'instinct de vie, vous racontez votre longue et difficile reconstruction. Un livre conçu comme une méthode, vais-je dire, pour aider aussi les autres à se reconstruire après un drame. En fait, vous mêlez votre expérience et vos connaissances médicales. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. On reviendra, Patrick Pelloux, si vous le voulez bien, un peu plus tard en détail sur cet ouvrage. Mais tout de suite, je vous propose qu'on parle de cet outil, le smartphone, n'est-ce pas Fred? Oui, on l'utilise beaucoup. Et notre propension à l'utiliser en permanence et à communiquer par SMS à tout instant de la journée. Patrick Pelloux, on imagine d'ailleurs à ce propos que vous êtes vous aussi très accro à votre téléphone et que c'est désormais un lien indéfectible qui vous tient au monde. C'est le troisième hémisphère du cerveau, en fait. Voilà. C'est-à-dire que quand vous prenez en charge les gens en urgence, tout le reste, peu importe, mais le smartphone, il faut le garder. Donc, on en a pris même l'habitude maintenant, c'est-à-dire qu'on prend en charge les gens, on vérifie toujours qu'ils aient leur portable avec, parce qu'on sent que ça majeure leur angoisse s'ils ne l'ont pas. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et il y a quelque temps, dans les hôpitaux, on avait interdit l'utilisation des smartphones parce qu'on avait peur des ondes, tout ça. Et en fait, maintenant, c'est largement autorisé. Eh bien, à propos de ce contact permanent que nous avons avec ce téléphone et les SMS que chacun de nous envoie en permanence à nos entourages, à nos proches, à nos collègues de travail, ne changez rien, ne changeons rien. Mais je vous propose quand même qu'on prenne avec le sourire une leçon de savoir-vivre avec Laurence Caracalla, tout de suite. Je pense qu'il y a des gens qui vous diront qu'on peut envoyer des SMS à toute heure. Moi, je ne vous dirais pas ça parce que j'ai tendance à oublier d'éteindre mon portable et recevoir des SMS qui me réveillent, ding-dong, à 2h, 3h du matin, c'est quand même le cauchemar. Donc j'essaye moi de faire attention et de ne pas envoyer des SMS ni des mails, puisque le mail c'est pareil, j'entends ding-dong pareil, de ne pas envoyer ni de SMS ni mail en plein milieu de la nuit. C'est un peu ridicule parce que je pense que c'est aussi un peu l'intérêt de ce genre d'outil, c'est de pouvoir correspondre à n'importe quel moment. Donc faites un peu comme vous voulez, mais pensez à des gens comme moi qui laissent leur portable allumé et qui vous maudissent à 3h du matin. Un peu de tenue. Si vous devez écrire un SMS à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien ou à quelqu'un de plus âgé, il va falloir faire l'effort d'écrire des vraies phrases. Et c'est pour ça que tout à coup, ça paraît un peu absurde d'écrire un SMS. Il vaut mieux alors écrire un mail, écrire un mot, ou en tous les cas, passer un coup de fil. Ça me paraît moins bizarre, un peu de tenue. Quand on reçoit un mail ou quand on reçoit un SMS, ça me paraît bien quand même de répondre. Alors évidemment, dans certains jobs, on vous envoie sans arrêt des mails, des SMS un peu moins, mais sans arrêt des mails. Et là, évidemment, vous n'allez pas répondre à tout le monde. Il m'arrive, moi, de ne pas répondre. Et en même temps, je me sens toujours un peu gênée de ne pas répondre à ces mails et à ces SMS. Les SMS, je crois qu'il faut répondre parce que c'est évidemment plus intime, que n'importe qui ne vous envoie pas de SMS comme ça sans raison. Donc si on vous demande de vos nouvelles, etc., répondez le plus vite possible.
Ça peut agacer votre correspondant si vous ne répondez pas. Un peu de tenue. Je range mon téléphone. Immédiatement. Immédiatement. Alors, Patrick Pelloux, je vous rappelle le principe de l'émission. Nous ne commentons pas l'actualité. Par contre, nous évoquons les grands sujets des semaines à venir. Alors, j'ai une première question. Quel rapport vous avez avec l'actualité? Il a évolué pour les raisons que vous évoquiez en début d'émission. C'est que j'ai plus la télévision. Ouais. En fait, et je regarde les sites internet d'information, dont le Figaro.fr. Évidemment, non mais en plus c'est vrai. Voilà, le Figaro.fr. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Et puis les réseaux Twitter et les bandes de certaines applications et de certains autres journaux. Mais voilà, mais j'ai complètement changé. Et puis sur l'actualité, j'achète quand même assez facilement beaucoup de journaux tous les jours, en fait. D'accord. Une petite question d'actualité, Patrick Pelloux. Il y a Nathalie sur les réseaux sociaux qui demande si vous aviez été choisi par Emmanuel Macron pour faire partie du gouvernement et être nommé au poste de ministre de la Santé, vous auriez fait quoi? Vous l'auriez accepté? Oh là 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 là. Je vais faire une digression par rapport à ce qu'on dit de la Légion d'honneur qui ne se demande pas, qui ne se refuse pas, qui ne se porte pas. J'ai rien demandé, on ne m'a rien donné et c'est tant mieux parce qu'on m'aurait proposé de faire quelque chose, j'aurais bien été embêté parce que on ne refuse pas une responsabilité que la République vous tend. Mais sachant le travail et les impératifs du protocole et la quantité de travail qu'il y a à faire, je ne vois pas comment j'aurais accepté ou j'aurais pu. Mais en même temps, à l'heure actuelle, la dynamique, sans parler de l'actualité et de demain, mais on ne peut que souhaiter qu'une nouvelle dynamique marche, parce qu'on a tous envie que notre pays fonctionne et aille mieux. Donc, souhaitons que ça marche. Voilà. Et si je peux aider ponctuellement, moi, ça me va très bien. Mais d'abord, et puis je vais vous avouer un truc, je pense que je ne serais pas capable d'être ministre. D'accord ? Parce que je voudrais faire tellement de choses pour les gens et on en aurait tellement peu les capacités que ça serait pas bon. Je ne pense pas que j'aurais la compétence. Merci Patrick Pelloux. Dans cette première partie de l'émission, Patrick, nous anticiperons les épreuves du baccalauréat 2017 avec Sophie de Tarlet. Mais tout de suite, place à la science, bien sûr, avec Tristan Wey. Bonjour Tristan, vous êtes journaliste scientifique au Figaro. On décrypte dès maintenant avec vous le retour de l'astronaute Thomas Pesquet qui tourne au-dessus de nos têtes depuis un certain nombre de mois maintenant. Oui, bah c'est ça, après 2 expériences dans l'espace. 2 expériences, c'est ça? Non, plus d'expérience. Ah, plus d'expérience. 6 mois qu'il tourne, qu'il a fait beaucoup de photos. Voilà. On a pu suivre ces différentes sorties, évidemment, sur le Figaro.fr et vous nous les avez racontées dans le Figaro. C'est bientôt fini. C'est fini. Oui, c'est bientôt fini. Il s'apprête donc à rentrer après un long séjour à bord de la Station spatiale internationale. Un retour sur Terre, et pour Thomas Pesquet en particulier, ça se passe comment ? Alors là, Thomas Pesquet, il a passé donc 6 mois à bord de la station. Il va rentrer le 2 juin, le vendredi 2 juin à 12h45. Un retour vers la Terre, déjà, c'est quelque chose qui commence tôt, qui se prépare. Donc il va déjà commencer à préparer son plan de vol dès maintenant, son pactage, parce que tout ce qu'on emporte là-haut, il faut le ramener au sol, il ne faut rien laisser là-haut. La station a tendance à s'encombrer d'objets avec le temps, il faut en descendre le maximum. Donc la première étape, c'est le pactage. Donc ils vont en plus avoir une place de libre dans leur Soyouz, ils arrivent avec la capsule, ils repartent avec la capsule avec laquelle ils sont arrivés, mais avec une astronaute en moins. Peggy Wilson, l'américaine, va rester là-haut, donc il faut la remplacer pour des questions d'équilibre, etc. Donc tout un pactage à faire. Ensuite, une petite préparation physiologique, donc là, ça veut dire se réhydrater beaucoup, prendre des sels. Parce qu'en fait, le volume sanguin dans l'espace diminue. En fait, les flux ont tendance à remonter vers le cerveau. Le corps interprète ça comme une surabondance de sang. Le corps humain n'est pas habitué à vivre en apesanteur, il est habitué à ce que le sang tombe. Et donc, du coup, il réduit le volume pour éviter l'encombrement de toute la partie supérieure du corps. Quand on revient sur Terre, le sang redescend. Automatiquement, on a des risques d'évanouissement. Ça s'appelle l'hypotension orthostatique. Je parle sous la responsabilité de notre médecin. Et donc, pour éviter ça, grosse réhydratation des selles pour anticiper un peu ça. Ensuite, une fois que tout est prêt, on se met en scaphandre étanche, on rentre dans la capsule, et là, c'est parti pour ce qu'on appelle le tour de manège ultime. Et il n'est pas un peu violent, ce retour et ce tour de manège, comme vous dites ? Alors,
si on appelle le tour de magie ultime, c'est parce qu'il est violent, effectivement. Violent notamment parce que les corps sont depuis 6 mois en impesanteur, donc plus habitués à la gravité. Là, la capsule va se détacher à 12h45, très doucement de la station. Un petit coup de fusée pour ralentir ou accélérer, pour en fait se détacher. De l'angle. Exactement, en fonction de l'endroit où elle se situe sur la station, pour en fait éviter les risques de collision. Là, 2 tours de la Terre. Avec une poussée assez longue de quelques dizaines de minutes pour ralentir, redescendre. Et là, c'est l'atmosphère. Hein. Tout ça, c'est automatique. Ça peut être contrôlé en cas de problème, mais tout ça est automatisé. L'arrivée dans l'atmosphère, et là, c'est l'air qui va ralentir. Voilà, et donc là, ralentissement assez brutal. Le bouclier qui chauffe à 2000 degrés. Les corps prennent 5G, donc 5 fois la gravité, donc pour des corps qui sont affaiblis. C'est assez violent. Puis déclenchement du parachute au bout de quelques minutes. Un premier parachute, donc encore une fois un gros choc, d'un deuxième parachute un gros choc, et ensuite le contact avec le sol qui se fait très très doucement, et pourtant les astronautes disent avoir l'impression d'être dans une petite voiture et d'avoir été percutés par un SUV. Comment on récupère après une telle expérience, non pas le stationnement en orbite, mais ce retour très violent, très brutal? Alors le retour est très violent, mais il n'est pas dangereux. Les sièges sont baquets, moulés à la forme des corps. Ils sont mis en position pour être de sorte qu'ils soient allongés par rapport aux accélérations. Pour éviter justement que le sang ne descende de la tête. Les premières choses qui se passent, déjà ils sont sortis, on les aide à sortir, notamment parce qu'ils ont un problème d'équilibre. Ce qui s'appelle la désorientation vestibulaire, qui est liée au fait que l'oreille interne a été en impesanteur, donc c'est tout ce système d'osselets qui permettent de trouver son équilibre, n'est plus habitué à la gravité, donc il peut y avoir un sentiment de vertige ou des nausées. Plus les potentiels orthostatiques, il ne faut pas se relever trop vite, sinon ils risquent l'évanouissement. Donc ils sont amenés, assis, réhydratés. Dans une tente médicale, on va faire un check-up de leurs différents paramètres vitaux. Ensuite, on les emmène en avion médicalisé et ils rentrent chez eux. Thomas Pesquet va rentrer à Cologne, 2-3 jours d'hospitalisation, et après, généralement, ils peuvent rentrer chez eux. Et le la récupération est très rapide. Le retour à la vie normale, il se fait donc rapidement, le retour à la vie normale ça est plus compliqué. Alors, ils peuvent choisir de voir un psychologue, on leur propose, mais ce n'est pas une procédure qui est automatique, ça va dépendre de chacun. Il y a des cas dans l'histoire d'astronautes qui ont eu un vrai coup de blues, une vraie dépression après un tel objectif de vie qui les a mobilisés pendant 3, 4, 5 ans. Ils ont atteint le maximum. Là-haut, il faut savoir qu'on s'occupe de tout le temps. Ils ont toujours 5-6 personnes derrière eux. Ils se sentent extrêmement utiles, toujours occupés. On revient sur Terre et il y a une espèce de détente, de choc. Donc ça, c'est un peu difficile, donc il faut se donner des objectifs. Donc il y a un ancien astronaute, Jean-François Clairvoy notamment, qui participe à ça et qui incite tous les astronautes à se donner un objectif de court terme. Thomas, lui, va peut-être revoler. Sera peut-être même une première astronaute à voler avec des Chinois, européens. C'est un projet encore un peu secret de l'Agence spatiale européenne mais qui pourrait se produire. Et il devrait revoler à bord de l'ISS dans les 2-3 années qui viennent, ce qui lui fournira un autre objectif. Tristan, merci beaucoup. Je vous rappelle évidemment que nous sommes en direct, que vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook du Figaro et il y a de nombreuses questions sur le thème. Vous intervenez quand vous voulez, évidemment. Patrick aussi. Alors j'ai une première question, Tristan. On les pose assez rapidement et comme ça vous répondez le maximum. Comme ça les gens seront très contents. C'est vrai qu'il a repoussé son retour sur Terre, Thomas Pesquet, demande Isabelle? Alors son retour sur Terre a été repoussé de 2 semaines en raison de différents problèmes en fait, de logistique, des choses pas très compliquées, mais il y a eu des soucis. Vous avez peut-être vu avec les cargos de ravitaillement russes, ce qui ont un peu décalé, parce que les cargos russes volent sur la même fusée que les êtres humains. Donc une fois qu'il y a une fusée qui a merdé, on préfère attendre de pouvoir refaire 2 ou 3 lancements avant de refaire un vol habité, ce qui a un peu décalé le planning. Une petite question sympathique de Parisian Lady qui aimerait savoir quelle musique écoute Thomas Pesquet. Est-ce que vous le savez? Alors, il a une liste Spotify qu'on peut trouver très facilement, il partage tout. Sa musique préférée, c'est l'électro. Et il écoute de l'électro notamment quand il fait des tâches répétitives de maintenance ou quand il fait de la maintenance qui déplace des objets. On peut le voir avec ses écouteurs sur les oreilles et c'est de l'électro. Il y a toute sa playlist qui est disponible sur Internet. Tristan, il y a une question pour vous de réalistique. Est-ce que Tristan pense aussi qu'il y a une Pesquet-mania, puisque réalistique nous parle de Français qui font rêver et Pesquet fait rêver? Oui, je pense qu'il y a eu un vrai engouement pour Thomas Pesquet, notamment parce qu'il a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Il a pris énormément de photos, c'est ce qui, je pense, a le plus plu aux gens, en tout cas c'est ce qui est le plus partagé, c'est toutes les photos qu'il a prises du ciel. Il s'est avéré être un bon photographe. Tous les astronautes ne sont pas de très bons photographes. Je pense qu'il y a eu un vrai engouement. Après, il a une personnalité qui peut être non pas clivante, mais qui est un peu
parfois un peu lisse pour certains. Donc il y a quelques personnes qui ont un peu de mal avec ça. Mais globalement, sur les réseaux, il y a eu vraiment un engouement pour lui, plein de gens qui lui posent des questions, les jeunes qui sont passionnés. Il est extrêmement sympathique. Tristan, merci beaucoup. Petite question, Patrick. Est-ce que vous auriez une envie de quitter le plancher des vaches et justement comme ça voir le monde d'un peu plus haut? Alors déjà, j'ai peur en avion. Déjà, premier on n'est pas qui pareil. commence à me vouloir me mettre dans une fusée. On n'est pas bien. Non. Non, Oh là là, non. c'est le truc. Mais c'est vrai que c'est fabuleux quand même. Ah non, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour Pesquet, c'est drôlement bien. Et puis c'est vraiment, je crois, quelqu'un de généreux. Le sketch en quelque sorte qu'ils avaient monté pour les Restos du Cœur où il est intervenu, Benabar avait monté ça, oui, c'était quelque chose de très beau et je pense que, en plus, mais vous avez raison, on a un pays qui a besoin de rêver et cet homme fait rêver. Donc c'est vraiment très bien ce qu'il a fait, je crois. Le retour de Thomas Pesquet est prévu donc Le 2 juin. le 2 juin, entre 12h et 16h. Exactement, il touchera Donc le là, vous seul étiez à 16 précis. Oui, il touchera le sol à 16h. 16h. Et évidemment, on vous retrouve, Tristan, sur lefigaro.fr pour nous expliquer tout ça. Les Figaro live que vous faites avec Sylvain, nous allons suivre ça. Avec Sylvain Châtelain, nous suivrons ça Exactement. évidemment dans le Figaro. Et vous revenez dans notre émission quand vous voulez. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci Tristan. Merci de nous suivre en direct sur Facebook Live et sur le Figaro. N'hésitez pas donc à poser vos questions et à poster vos commentaires. Nos journalistes et puis Patrick Pelou y répondront tout au long de l'émission. Charlotte, je vous propose maintenant de parler baccalauréat. Oula. Et oui, on Ça ne nous ramène rigole quelques plus. années On va en parler avec Sophie Tarlet, qui elle aussi est une petite nouvelle dans l'émission. Merci. Alors, Merci de m'accueillir. merci d'être venue. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant. Le bac commence le 15 juin au matin par l'épreuve de philo. Et tout ça se finira le 22 juin. Oui, c'est un moment Tout à partagé fait. par près de 700 000 étudiants, je crois, Oui, sur tout l'ensemble à du fait. territoire. Hein. Et alors, Toutes séries confondues. et toutes séries confondues. Et alors, le Figaro étudiant que vous dirigez vient de publier les sujets qui ont le plus de chances de tomber au bac cette année. Oui. Comment vous avez fait? Alors, c'est un sujet que j'adore. Ouais. On le fait pour toutes les matières. Et en fait, on interroge des enseignants pour leur poser des questions et leur demander un peu leur pronostic, savoir quels sont les sujets qui pourraient tomber. Alors, je ne vous cache pas que les enseignants en général n'aiment pas du tout répondre à cette question. En général, ils ne veulent pas, en fait. Ils nous disent non, je veux bien donner des conseils de révision, mais pas du tout les sujets probables. Donc, on les pousse un petit peu dans leur retranchement et ils répondent quand même parce qu'ils savent au fond que finalement, c'est l'article que vont lire les étudiants, les candidats au bac. Donc forcément, ils vont le lire et c'est un moyen finalement de donner des conseils, de leur dire, ben voilà, quels sont finalement les chapitres les plus importants à réviser, qu'est-ce qui est important, est-ce qu'il y a des chapitres un peu moins ou des sujets plus dans l'actualité, dans l'air du temps. Et finalement, ils se prêtent plus facilement au jeu que par le passé et c'est assez amusant. Alors, comment on peut avoir des pronostics? Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'on peut s'y fier? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut s'y fier quand Est-ce qu'on même? s'y fier? Alors, on fera un retour, un feedback. Ah, c'est bien. Donc, est-ce qu'on a eu bon ou pas? Alors, évidemment, il ne faut pas faire d'impasse pour le bac. Donc là, je le répète, c'est très important. Mais c'est vrai que les profs, d'abord, s'amusent à faire des pronostics, parce qu'il y a des sujets qui tombent quand même assez souvent. La politique, par exemple. Voilà, alors par exemple, en philo, en L, c'est vrai que ça fait 3 ans que le sujet tombe, mais cette année, ça pourrait retomber. Et puis, il y a des sujets qui tombent jamais. Par exemple, tout ce qui est la croyance, par exemple, en philo, des choses comme ça. Des choses qui sont plus difficiles à manier. En fait, il y a des sujets qui sont... souvent, le sujet du bac type, c'est quoi? C'est des documents. Il faut faire une synthèse. En gros, dans toutes les matières, c'est à peu près là-dessus. Donc, il y a 10 documents et il faut répondre à la question à partir de documents. Donc, il y a des sujets qui s'y prêtent moins, tout simplement. Donc, tout ça, les profs le disent. Il y a des chapitres, par exemple, souvent les premiers chapitres des manuels, bon, ça ne tombe pas parce que c'est souvent des chapitres de présentation. En éco, par exemple, c'est des définitions, des choses comme ça, des choses, bon, ça tombe un peu moins. Et puis c'est vrai qu'il y a des sujets un peu plus dans la mondialisation, tous les sujets comme ça, plus dans l'air du temps, la politique, bien sûr, et qui pourraient plus facilement tomber. Mais attention, ce ne sont juste que des pronostics. Alors, donc, il ne faut pas s'y fier. Il ne faut pas faire d'impasse. Alors, je le dis, je le répète, parce que ce n'est pas parce que Sophie Tarlet, Voilà, c'est bien, elle exactement. vous donne des conseils. Elle dirige le Figaro étudiant. Mais- Elle a lancé donc les sujets probables au bac, Voilà, mais pas les c'est sujets probable. qui vont tomber au bac. Voilà, exactement. Qui vont peut-être tomber. Qui vont peut-être tomber. Voilà, Piste. tout est dans la nuance. Et puis, il faut savoir que, par exemple, en maths, ce sont souvent, les examinateurs essaient de mettre un peu tous les chapitres dans toutes les questions.
Donc, ils vont faire des QCM sur tel chapitre, un exercice sur un autre chapitre. Donc, en maths, c'est pas facile. Bien sûr, il y a des chapitres un peu centraux, mais quand même, ils vont essayer d'un peu de mélanger. Donc, c'est pas facile. Bon, alors on a bien compris, on révise tout, on ne fait pas d'impasse, mais on suit quand même les probabilités que le Figaro étudiant préconise. Exactement. Et alors, comme les étudiants sont en pleine révision, est-ce que vous pourriez nous donner ces petits trucs pour réviser un peu mieux, un peu plus vite, et après on demandera à Patrick. J'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Tristan, sur donc l'astronaute qui écoute, Thomas Pesquet, qui écoute de l'électro en faisant des tâches un peu répétitives. Ouais. Et justement, ça va tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que lorsqu'on doit apprendre, et souvent beaucoup de candidats adorent écouter de la musique et ils se disent est-ce que c'est bien d'écouter de la musique lorsqu'on travaille? Et moi j'ai envie de dire, il fait tout à fait bien, Thomas Pesquet, d'écouter de l'électro, parce que c'est de la musique sans parole. Et en fait, ça ne rentre pas en concurrence avec ce que vous faites, puisque là, il doit faire un travail très répétitif, donc il demande de mobiliser sa mémoire. Et s'il écoutait, par exemple, je sais pas, Gainsbourg, son oreille serait mobilisée par les paroles. Il serait en train d'essayer de comprendre le sens des paroles et il serait moins efficace. Donc, si vous aimez travailler en musique, le conseil, c'est de faire comme Thomas Pesquet, c'est-à-dire de l'électro ou de la musique classique. Hein. Mais disons de la musique... Voilà, bon, alors, je fais plus d'électro. Tu passes pas ton bac. Mais disons, comme lui, écoutez des musiques sans paroles et vous serez beaucoup plus efficace dans vos révisions. Et puis, il y a une petite technique qui s'appelle la méthode Pomodoro. J'adore. Vous la connaissez, Patrick Pelou, la méthode Pomodoro pour réviser? Non. Alors, c'est la première fois que j'ai en Figaro. Alors, c'est une méthode déposée par le Figaro. Alors, la méthode Pomodoro, c'est un champion de mémoire qui s'appelle Sébastien Martinez, parce que ça existe, les championnats de mémoire. Et la méthode Pomodoro, Pomodoro, ça veut dire quoi? En italien. Non, tomate. Tomate. En italien. Ça veut dire tomate. En fait, vous savez, c'est ce qui permet de faire cuire ses œufs. Vous savez, on tourne comme ça, on met sur 3 minutes, c'est un minuteur. En fait. pas d'être venu. Voilà. Et en fait, c'est le fait de se chronométrer lorsqu'on travaille. Pourquoi? Si vous vous mettez à travailler et votre cerveau ne sait pas combien de temps il a devant lui, s'il en a pour 3 heures, 4 heures, il ne sait pas, il ne va pas tellement se mobiliser. C'est-à-dire il va être un petit peu tenté par Facebook, par le téléphone portable, par plein de choses. Mais s'il sait qu'il a juste une demi-heure devant lui et qu'au bout d'une demi-heure, hop, il y a le Pomodoro qui va sonner, eh bien, il va se mettre en marche immédiatement et vous allez être beaucoup plus efficace. Et ça marche. Ça, la méthode Pomodoro, et aussi le fait de travailler toujours aux mêmes heures. Si vous devez écrire un livre, par exemple, et vous avez un peu la flemme de vous mettre au travail tous les jours, j'imagine que vous devez... Voilà, un chapitre par jour. Eh bien, j'avais demandé à un spécialiste de la mémoire comment on fait pour se mettre au travail après une journée de travail, comment on fait pour écrire un livre. Il m'a dit, mettez-vous au travail toujours à la même heure. Là aussi, votre cerveau va être habitué, c'est un peu comme un muscle, il va se dire « Ah, il est 18h, il faut que je travaille ». C'est ce que je dis à Charlotte, moi. C'est ce que je dis, mettons-nous à travailler régulièrement. Pomodoro, vous notez quand même. Oui. Patrick Pelou, quel conseil vous donneriez à un étudiant en médecine qui souhaiterait devenir médecin urgentiste? Est-ce qu'il y a des choses à acquérir ou est-ce qu'il faut être habité déjà par des talents? D'abord, le conseil principal par rapport à la mémoire, il n'y a pas de mémoire sans sommeil. Donc, tous les jeunes, et mes enfants ont fait ça aussi, donc il a fallu les arrêter, qui se disent « je vais travailler nuit et jour, une semaine avant le bac », c'est pire que tout, d'accord? Il faut dormir. Il n'y a pas de mémoire sans sommeil. Donc, c'est vraiment, surtout chez des jeunes qui dorment 9 à 10, 12 heures par jour, c'est vraiment essentiel. Deuxièmement, il y a les faux amis, l'alcool, le cannabis, très très faux amis. Ça enlève l'anxiété, ça n'améliore pas du tout la mémoire. Dernier point, il n'y a aucun médicament existant stimulant. C'est-à-dire que tout ce qui est vendu chez les pharmaciens, des ampoules et tout, c'est des effets placebo. Et en gros, rien ne vaut mieux finalement que le jus d'orange fait le matin par maman, etc. Docteur, si je peux me permettre, j'ai une question, c'est certains étudiants prennent de la Ritaline pour aider à la concentration. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une erreur. Parce que tous les médicaments, vous avez des effets indésirables et c'est vraiment pas, c'est absolument pas dans les recommandations. D'accord, il y a des effets secondaires. Non, il y a des effets secondaires. Alors à ce moment-là, vous pourriez très bien dire aux étudiants de prendre les médicaments neuroprotecteurs qu'on prescrit aux démences d'Alzheimer parce que c'est censé redynamiser la mémoire. C'est délirant. Il ne faut jamais transgresser l'indication médicamenteuse. Et pour ceux qui veulent faire médecine, c'est du travail. Il faut vraiment travailler. C'est travailler, parce que je leur dis à chaque fois, vous faites médecine, vous êtes présélectionné, vous rentrez à la fac, en gros, c'est
la durée d'une grossesse. Vous rentrez fin août, vous mettez au travail, allez, on vous accorde 2 jours de repos, Noël, un anniversaire, c'est tout. Et il faut travailler. Et il n'y a D'accord. aucune raison d'échouer. Merci Patrick, merci Sophie. Donc évidemment, on vous retrouve à la direction du Figaro étudiant. Tous les conseils et puis le dernier mot quand même, c'est le docteur Patrick Pelloux qui vient de vous le donner. Travail, travail, travail. Et puis Le bac, en sommeil. fait, c'est ce que dit Mathilde sur les réseaux. Hein. C'est vaut mieux travailler dans une course de fond, comme une préparation de course de fond, que comme pour un sprint, évidemment. On est d'accord. On est à mi-parcours de notre émission. Merci Sophie, merci Tristan d'être passé dans cette première partie. On vous retrouve très bientôt, évidemment, sur le plateau. À tous les étudiants qui regardent l'émission en ce moment, et plus généralement, d'ailleurs, à tous ceux qui sont un petit peu stressés, qui ont du mal à s'endormir, je vous propose de suivre tout de suite les bons plans de Mathilde Gotchou pour avoir une bonne nuit de sommeil. Les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par jour. Alors j'ai quelques astuces pour vous aider à bien dormir. Tout d'abord, il faut bien faire son lit. Et j'ai une bonne technique pour mettre sa couette dans la housse. Votre housse, tout d'abord, doit être à l'envers. Posez dessus votre couette. Tenez les 2 côtés fermés de la housse, qui est posée en dessous. Enroulez-la avec la couette à l'intérieur. Ouvrez votre housse en mettant une main à l'intérieur et allez chercher les extrémités. Tirez vers vous pour la retourner dans l'autre sens. Faites la même chose de l'autre côté. Déroulez le tout et lissez la couette. Vous pouvez aussi vous préparer une bonne boisson réconfortante pour dormir comme un bébé. Il vous suffit, dans un grand verre de lait, d'ajouter un peu de fleur d'oranger qui vous aidera à dormir ou du miel. L'idéal aussi, c'est d'établir un rituel de coucher. Je vous conseille de mettre de la musique calme, une lumière tamisée pour que votre cerveau se mette en mode nuit, s'étirer, un peu de lecture, ça ne fait pas de mal. Évitez les écrans, ordinateurs, tablettes, smartphones. Et pourquoi pas un massage à l'huile essentielle de lavande? Pour cela, il vous faut 10 gouttes d'huile essentielle de lavande, une demi-cuillère à café d'huile d'olive. Vous mettez le tout dans un récipient et vous vous massez le plexus solaire, les tempes, les poignets, les pieds et n'oubliez pas de vous masser derrière les oreilles. Et vous dormirez très très bien. Pour éviter les crampes la nuit, il vous suffit de mettre un savon de Marseille au fond de votre lit. Vous allez voir, ça marche très très bien. Bon, et pour le reste, mangez léger avant de dormir, arrêtez de boire de l'alcool, arrêtez de boire du café et ne pas fumer. Mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Et à très bientôt sur le comptoir de la débrouille. Salut! Génial. Petit message de service, Mathilde, cette vidéo est quasiment validée totalement par le docteur Patrick Pelloux qui a trouvé que faire son lit comme ça, c'était quand même pas mal. Hein, Le savon dans le lit. et le savon dans le lit. Tu peux prendre ta douche et dormir. C'est pratique. On y va. Oui, parce que maintenant, on va parler de vous, Patrick Pelloux, uniquement de vous. Très bien. Dommage, c'est bien vos Uniquement chroniques. c'est de bien. vous. Patrick Pelloux, qui êtes-vous? J'ai un début de commencement de réponse. Allez. Médecin, urgentiste, chroniqueur et écrivain, d'aucuns disent « Ouais, Patrick Pelloux, c'est une grande gueule ». Je réponds « Rien d'étonnant pour un lion ascendant syndicaliste, voire le contraire ». Contraire, certains de vos contemporains critiquent même « Ouais, Patrick Pelloux, c'est un bobo ». Peut-être, mais lui, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, il court pour soigner les bobos, petits, graves ou définitifs, de ces mêmes contemporains. Pimpon, je grille les verbes, les compléments d'objets directs se mettent sur la bande d'arrêt d'urgence, le temps m'est compté, mais ça m'eût plu, Patrick, de retenir encore un instant votre attention. Je palpite, on papote, mais le temps passe. On me crie dans l'oreillette qu'il reste 15 secondes, juste le temps de vous dire merci docteur, merci de prendre avec nous le pouls de l'actualité à venir. Il est vachement bien votre texte. Vous me le donnerez. Il est drôlement bien. Charlotte, on y va. Patrick Pelloux, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage, L'instinct de vie? Ah, c'est très compliqué parce que, en fait, j'ai quitté Charlie Hebdo en janvier 2016
parce que place à des nouveaux, et puis ceux qui avaient disparu me manquaient trop, mais longue vie à ce journal, et je trouve qu'il faut garder une presse de caricature comme ça, donc longue vie. Donc c'était une décision vraiment très personnelle, très profonde. Et j'avais pas l'intention d'écrire tout ça, et en fait ça a été quelque chose jour après jour où je me suis dit finalement je suis en train de vivre une reconstruction après un psychotraumatisme, c'est très long, et je remettais en cause un certain nombre de théories qu'on m'avait apprises, et je voyais qu'elles ne marchaient pas en fait sur les autres ou les amis qui étaient aussi psychotraumatisés. Donc j'ai mis un petit peu dans ce livre qui est un essai, qui est un témoignage en fait, de manière à dire aux gens qui ont vécu un accident, un deuil, un traumatisme, un accident, etc. Écoutez, voilà le chemin que j'ai pris pour aller un peu mieux, pour vivre avec le drame. Voilà ce que vous pourriez essayer de faire. Ce n'est pas une injonction, c'est plus quelque chose que j'ai voulu faire et de manière à aider les gens et à être utile. Voilà. Mais on sait, Patrick Pelloux, que l'exercice de l'écriture, que l'écriture est salvatrice. Est-ce qu'elle vous a guéri? Est-ce que l'écriture de cet ouvrage en particulier vous a sauvé? Non, après ce qu'on a vécu là, mais tous collectivement, il n'y a pas que moi, c'est collectivement, vous. On n'est pas guéri, il faut qu'on apprenne à vivre avec les souvenirs, le drame, et qu'on le fasse nôtre. Remarquez comment nous avons un pays vaillant, comment on a un pays courageux, comment on a un pays qui a su ne pas dire la haine, qui a su ne pas conduire des exactions contre telle ou telle catégorie de la société, comment on a un pays qui reste serein dès que vous avez un attentat, l'horrible attentat contre le policier qui a été assassiné, et les deux qui ont été blessés sur les Champs-Élysées. Paris se fige, Paris attend, Paris devient solidaire. Et ça, c'est magnifique. Mais voilà, c'est ça que je retiens surtout de tout ça. Maintenant, il faut regarder devant. Et ce livre est un livre qui se veut rigoureusement optimiste. Ah oui, tout à fait. C'est très optimiste. Ouais. C'est pas. Et d'ailleurs, à propos d'optimisme, vous confiez tout de même dans votre livre, vous êtes réfugié un temps dans l'alcool. Qu'est-ce qui a profondément déclenché un sursaut de vie pour vous permettre de vous en sortir? Les psychiatres militaires. C'est pour ça qu'il faut défendre la médecine militaire. Je sais qu'actuellement, il y a des doutes sur l'avenir des écoles de santé des armées. Il faut les garder. On ne peut pas se séparer de ce savoir, de cette pratique, de cette méthode, de cette discipline qui est à part entière. Et que c'est le contact avec des psychiatres militaires où, quand je suis arrivé, ils m'ont dit « vous faites ça, vous buvez de l'alcool, vous arrêtez tout ». D'accord. Puis en plus de ça, il y a eu... Oui, c'est ça, il y a quelque chose... Écoutez, commandant, ça calme. Ouais. Et c'est après, mais les psychiatres civils dont m'ont énormément aidé. Et il faut accepter d'être porté par le soignant. Il faut d'abord choisir son soignant. Le soignant. Ouais. On peut ne pas aimer tel ou tel psychiatre, etc., tel ou tel médecin, telle ou telle méthode, il n'y a pas de problème. Un médecin peut ne pas aimer son patient et dire vous allez voir ailleurs. Donc c'est une relation très intime en fait. Mais une fois que vous l'avez, il faut se faire porter. Et c'est vrai que d'un coup, moi ce que j'ai vécu, étant médecin, beaucoup de gens me disaient il est médecin, il sait faire, donc un peu genre la blouse blanche, c'est comme un gilet pare-balles. On se pose souvent cette question en disant parce que c'est un médecin, il est protégé. Il est protégé. C'est l'escroquerie de notre métier. Faire médecine ne rend pas immortel, éternel et n'empêche pas la souffrance. Et la souffrance, voilà. La souffrance. Et soigner un médecin malade, c'est souvent difficile. Mais parce que justement, il a plein de certitudes. Patrick, quand on a annoncé que vous veniez dans l'émission, il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit mais est-ce qu'il travaille toujours au SAMU depuis... Ah toujours. Non mais c'est une question intéressante. Ah mais oui, c'est une question intéressante. Mais j'ai repris le travail au SAMU de Paris 3 semaines après les attentats. De janvier 2015. De janvier 2015. Et je continue parce que je veux être utile. Je veux être utile. C'était comme la chanson de Julien Clerc, que vous citez dans votre ouvrage. Que les associations de victimes et le président Hollande avaient choisi lors de l'hommage à des victimes de l'attentat de Nice. Et je crois que c'est vraiment un truc important. Et j'ai deux métiers. J'ai le métier d'urgentiste au SAMU de Paris. Je suis très fier de travailler avec ces équipes. Je suis
très honoré de travailler au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est quand même l'un des plus beaux systèmes que l'on ait de santé publique et de dynamique, de savoir, de recherche, de connaissances. Et puis, je suis écrivain à côté et je continue, ouais, bien sûr. C'est important. Patrick Pelloux, ce sera ma dernière question. Vous vivez sous protection policière, il y a quelqu'un qui vous accompagne pour vous protéger. Est-ce que vous avez peur ? Non. C'est atroce. Je me suis même fait à l'idée de mourir assassiné. Donc, c'est comme ça actuellement. Je sais que je suis une cible potentielle pour toutes les raisons que vous connaissez, tout ce qui s'est passé, le symbole que je suis. Mais je n'en dis pas plus sur ma protection, parce qu'en fait, il ne faut pas le dire. C'est secret, en fait. Et ça je ne change rien à mes convictions, à mes prises de position contre le radicalisme islamiste, ma défense de la laïcité, la défense de mon pays et des valeurs de notre pays. Je ne changerai absolument jamais. Ça, c'est bien. Nous allons, Patrick, merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview comme ça. On va passer à la seconde partie de l'émission. Juste, on remontre le livre de Patrick, et c'est ce qu'on se disait avec Charlotte quand on l'a reçu. C'est exactement ce que vous disiez, c'est aider exactement. Ceux qui ont subi un traumatisme. Vous en avez subi un, et vous racontez comment on peut sortir, se reconstruire. En tout cas, merci beaucoup, Patrick. Et on va donc enchaîner en musique, bien sûr. Évidemment. Et oui, parce que cette semaine, la chanson qui va vous rester dans la tête, eh bien, c'est une reprise. Oui, c'est très coquin quand même. Ça n'est pas que coquin, Fred, c'est aussi très beau. C'est aussi très beau. On a sélectionné pour vous Juliette Armanet avec ce titre « Je te sens venir ». Toute la nuit, tous les jours, l'amour avec toi, c'est peut-être un peu direct, sans doute un peu incorrect. Mais j'aimerais faire l'amour avec toi. Sous la pluie, mon cœur roule tout contre ton cœur. Et nos destins s'enroulent, non, n'en aie pas peur. Sous la pluie, mon cœur coule tout contre ton cœur. Oui, nos destins s'enroulent, non, n'en aie pas peur. Je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir en moi. Je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir en moi. Sans détour, oh mon amour, dur que ça dure toujours, toutes les nuits, tous les jours, toujours avec toi. C'est peut-être un peu complexe, sans doute un peu circonflexe, mais je ne veux plus faire l'amour qu'avec toi. Et voilà, c'était Juliette Armanet avec « Je te sens venir » que vous avez reconnu comme une reprise, évidemment, du tube de Daft Punk et The Weeknd, « Feel It Coming ». Exactement. Il vient de nous rejoindre, Fred. Ben oui, pour cette deuxième partie de l'émission. Laurent Louette, bonjour Laurent, qui va nous parler de tennis et de Roland-Garros, ça. Et Patrick Saint-Paul, première fois aussi sur ce plateau. Merci de nous rejoindre. Vous êtes chef du service international du Figaro et ensemble, nous allons parler de Donald Trump qui entame demain sa première tournée internationale depuis son arrivée évidemment à la Maison-Blanche et il commence son voyage par l'Arabie Saoudite avant de se rendre en Israël, dans les territoires palestiniens. Puis il va passer par le Vatican pour rencontrer le pape. Il ira aussi à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN où il rencontrera pour la première fois Emmanuel Macron. Et puis il assistera en fait ensuite au G7 en se rendant en Sicile. Alors Patrick, première question, est-ce que cette tournée, c'est opportun au moment avec tout ce qui se passe chez lui à l'intérieur, FBI, ce qui s'est passé, ce qui serait dit avec la Russie dans le bureau ovale, etc. Ça intervient dans un contexte très difficile pour lui puisque en 4 mois il a réussi un exploit pour un président américain, c'est d'avoir la nomination d'un procureur général pour étudier les liens de collusion supposés ou soupçonnés en tout cas entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Il y a 2 précédents récents dans l'histoire. Le premier, c'est Kenneth Starr dans les années 90 qui était le procureur général qui s'est rendu célèbre avec le Monica Gate.
Ça s'était terminé par un non-impeachment. Donc la procédure, voilà, c'était terminé sans... Et Bill Clinton était resté à la Maison-Blanche. Et l'autre précédent, c'est Cox face à Nixon. Nixon a viré Cox. Et c'est à partir de dans l'affaire du Watergate, à partir de ce limogeage, tout a commencé à dégénérer pour Nixon. Donc voilà, c'est un contexte très compliqué sur le plan intérieur pour Trump. Pour lui, partir, faire cette tournée internationale, c'est une bouffée d'air. En même temps, il va être observé de très près. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur. Et c'est à la fois ses conseillers et des élus républicains disent qu'en fait, sur les dossiers, il n'est pas du tout au point et qu'on n'est pas à l'abri d'une gaffe et que ça peut faire un boomerang et se retourner totalement contre lui dans cette tournée. Alors, Patrick, pourquoi il commence sa tournée par l'Arabie Saoudite? Alors, il commence sa tournée par l'Arabie Saoudite parce que pendant qu'il était en campagne, il a beaucoup critiqué les princes saoudiens. En disant notamment qu'il fallait qu'ils cessent de financer la vie politique américaine parce qu'ensuite les dirigeants américains étaient là à leurs ordres. Il a aussi dit que c'est les Saoudiens qui ont fait cracher les avions dans les tours jumelles en septembre. Voilà, l'Arabie Saoudite reste l'allié stratégique des États-Unis dans la région, donc il faut se réconcilier avec eux. Et il arrive avec un paquet cadeau sans précédent dans l'histoire des États-Unis. C'est une enveloppe de 100 milliards de dollars d'armement pour l'Arabie Saoudite pour voilà, sceller cette réconciliation avec cet allié qui est indispensable dans les conflits de la région, qui est un acteur important à la fois en Syrie, en Irak, mais aussi dans le dossier israélo-palestinien, parce qu'ils peuvent, eux, inciter les Israéliens et les Palestiniens à faire des concessions. Tout à fait. Et donc, l'Arabie Saoudite, tout de suite après, il part pour Israël. Alors, on se rappelle qu'il a été critiqué pour certaines prises de position sur le dossier israélo-palestinien pendant sa campagne, mais depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il a signalé son intention de relancer le processus de paix. Peut-il faire bouger les lignes ou alors ça commence à être vraiment... c'est très compliqué? C'est très compliqué parce que voilà, ça fait des années qu'on pensait, depuis le processus d'Oslo, qu'on pensait connaître la solution au conflit israélo-palestinien. Il n'y a jamais eu de volonté politique pour faire avancer les choses. Et entre-temps, la réalité sur le terrain a changé avec la colonisation qui rend très difficile toute solution dans le conflit. Donc Donald Trump, avant son arrivée à la Maison-Blanche et après son arrivée, il a un peu changé de discours. Oui, il disait notamment qu'il voulait le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, alors que le problème de la capitale est un des points d'achoppement dans la résolution du conflit. Aujourd'hui, il a un peu changé de position. Il dit qu'il faut continuer à étudier la question. Officiellement, Netanyahou continue de le demander, mais en sous-main, on sait très bien que les Israéliens ne veulent pas que l'ambassade en réalité déménage parce que ça pourrait envenimer les choses avec les Palestiniens. Ensuite, il y a le problème des colonies où, avant l'élection, il y avait une position plutôt, notamment quand il prononçait des discours devant l'AIPAC aux États-Unis, plutôt pro-colonisation. Et là, depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, il a dit que ça posait un problème et que ce n'était pas constructif pour la paix. Donc maintenant, il arrive. Est-ce qu'il va réussir à faire bouger les lignes ? On ne sait pas trop. Déjà, vis-à-vis des Palestiniens, il ne rencontre pas Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, à Ramallah, où est le siège de l'autorité, mais à Bethléem, parce qu'il voulait éviter de passer devant le mausolée de Yasser Arafat, qui est à l'entrée de la Moukata, le siège de la présidence palestinienne. Donc il va à Bethléem, il utilise le prétexte d'un message aux religions. Et ce qui pose problème, on pensait qu'il était très influencé par son gendre Jared Kushner. Ça, oui. Et donc les Israéliens pensaient qu'il serait très très pro-Israël, sauf que dans toute la préparation du voyage, il y a eu un certain nombre de couacs, notamment un institut Yad Vashem, qui est le centre de la mémoire de l'Holocauste. Il a décidé de passer un quart d'heure seulement, alors qu'en général c'est plutôt 1 heure au minimum. Il y aura un mur des lamentations pour se recueillir seul, sans Benjamin Netanyahou, qui est aussi une vexation des Israéliens, et surtout dans les révélations qui ont été faites ces derniers jours, il y a notamment cette rencontre dans le bureau ovale avec Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, où il aurait balancé l'une des principales sources israéliennes en Syrie aux Russes. Et donc aujourd'hui,
cet espion qui travaille pour le compte des Israéliens, il est évidemment en danger de mort puisqu'il espionne à la fois sur l'activité de Daesh, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de Daesh, mais il renseigne aussi sur ce que font les Russes en Syrie. Bien sûr. Donc les Russes ont intérêt à le voir disparaître. Donc c'est un gros problème. Patrick, merci de toutes ces précisions. On ne va pas refaire le tour parce que s'il part 9 jours, je crois, c'est la première fois qu'il quitte les États-Unis. C'est son premier voyage international. On va le suivre et évidemment, on suivra tout ça sur le Figaro.fr tous les jours, que ce soit de Washington avec Philippe Gély, que ce soit d'Israël avec Cyril Louis, évidemment, et avec vous, puisque vous dirigez le service avec toute cette équipe. Des petites questions Internet. Des petites questions Internet, Oui, et il y a effectivement quelques-unes sur la rencontre de Trump avec les Turcs en particulier. Il est entendu que le meeting a été bref, seulement 20 minutes. Est-ce que c'est vrai, demande EC. Oui, il paraît que le meeting était très bref. Et bon, évidemment, on sait que les Turcs sont pas très heureux du soutien américain au groupe kurde. Et ils ont demandé à ce que certains des responsables américains qui s'occupent de la région soient changés. Donc c'était un échange assez bref. On a une autre question. Trump doit rencontrer le président Macron. Qu'ont-ils à se dire rapidement? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Ils ont rien pour s'entendre, a priori. Macron était soutenu par Obama pendant sa campagne et Trump voue une haine totale à Obama. Je pense que quand il a vu Merkel, elle a dû lui expliquer à quel point sa rencontre avait été difficile avec Donald Trump et a priori c'est parti pour mal se passer. Mais Trump voue une admiration aux jeunes dirigeants et ambitieux et qui réussissent. Donc je pense qu'il voudra tout faire pour que ça se passe bien avec Emmanuel Macron. Bon. Merci Patrick Saint-Paul. Et une réaction peut-être Patrick Pelloux à cette dernière réponse de Patrick Saint-Paul. Moi j'ai une passion pour Trump parce que je suis convaincu que c'est une classification à part dans les livres de psychiatrie. C'est-à-dire, je pense que cet homme, c'est uburois. Ça dépasse toutes les possibilités de science-fiction qu'il y a eu aux États-Unis. On a l'impression que c'est Mel Brooks qui a fait le scénario. Et moi, chaque jour, je suis ce qu'il fait. Enfin, sur Twitter, vous avez Sanders qui est sur Twitter, qui raconte ce qui se passe. Mais c'est incroyable. J'étais à New York il y a 1 mois et demi, mais le New York Times, mais tous les jours, il sort des informations. Mais vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je ne sais pas combien de temps ça durera, mais à mon avis, l'empêchement, de toute façon, il va y avoir droit. Ça me permet de rebondir. D'ailleurs, il y a Tartampion ou Tartampon qui demande sur Facebook qui reprendrait les commandes si Trump est écarté. Le vice-président Michael Pence qui finira le mandat du président. Et sur le côté Ubu, il y a un truc très drôle, c'est les conseillers de Donald Trump commencent à parler dans la presse américaine. Et là, il raconte notamment que pour garder son attention pour les notes qu'on lui fournit, il a une attention assez limitée et il faut mettre son nom à chaque ligne, parce que quand il lit son nom, ça permet de maintenir notre attention. Il n'a pas besoin du système Pomodoro, il a un autre système. Merci Patrick. On continue notre émission, nous sommes toujours en direct. Et là, on va passer au sport. Ah bah oui, on va terminer quel sport? Le tennis, c'est le grand rendez-vous. Le sport de l'été. De la porte d'Auteuil. Ça va, ils ont changé ma lampe au bureau. Ils ont mis une lampe à bronzer. Laurent Louette, vous êtes rédacteur en chef au service sport du Figaro et un habitué désormais de cette émission. Donc c'est place au tennis avec vous. Oui, parce que sous le soleil et où les averses printanières débutent à Paris, donc le 28 mai jusqu'au 11 juin, Roland-Garros. Oui, 3 week-ends, c'est ça, et 2 semaines très tendance à Paris. C'est devenu vraiment, la quinzaine de Roland-Garros, c'est devenu l'événement incontournable sportif de cette période de l'année. C'est le plus beau tournoi du monde, n'ayons pas peur des mots, soyons un peu chauvins. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir sur cette édition 2017 qu'on pourra répéter autour de nous? À table, dans les dîners. Dans les dîners, bien Alors, sûr. pour commencer, désolé, je n'ai pas de place. C'est la période durant laquelle tout le monde se réveille. Tout le monde se dit, j'irai bien en tribune voir des matchs de tennis durant la quinzaine de Roland-Garros. Vous n'avez pas de place. Très compliqué. Tout est vendu prioritairement aux licenciés de la fédération. Ouais. Et si vous voulez avoir une chance tout de même, vous voulez tenter votre chance, essayez d'aller au stade. La fédération met aujourd'hui à disposition des places du soir. Donc à partir de 17h, vous avez des places du soir. Et quand il n'y a pas de match. Quand les matchs se terminent. Des places très accessibles sur le plan, en termes de prix. Et puis deuxièmement, sur le site de la fédération, il existe également un site de revente.
C'est-à-dire que les gens qui ont réservé, pas mal, eux, ok. leur place, les remettent à disposition. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir cette année? Tiens, je vous pose 2-3 questions, On y 2-3 va. petits chiffres. Patrick, on y va. Si je vous dis 228 km/h, ça vous fait penser à quoi? À une fourmi. Bonne pioche. C'est John Isner, le géant américain, le tennisman, qui l'année dernière a servi et a établi le record de vitesse au service de 228 km/h. Je vous parle de 70 000 balles de tennis. C'est votre découvert c'est ça? Pas très loin. C'est juste le nombre de balles qui vont être usées et fournies par Et jetées 70 Et 000 jetées pendant la après quinzaine. la quinzaine. Alors non, elles ne sont pas jetées, elles sont recyclées pour les moins usées dans les clubs, Ah ouais, effectivement, c'est ça que c'est bien. de France. Dernier pour s'amuser, tiens, 32 millions d'euros. Je sais que l'argent, ça vous C'est parle. le coup en gel douche après un match. Presque pour Serena docteur. Williams qui ne sera pas là. Non, pas tout à fait. C'est en fait le montant global de la dotation pour l'ensemble des joueuses et des joueurs à Roland-Garros. Le vainqueur chez les hommes et chez les dames gagne 2 millions. Égalité de traitement. Exactement. Bah, comme c'est ici, on peut le dire. 2 millions d'euros. Donc, comme- Et lorsqu'on est inscrit, lorsqu'on est dans le tableau final de Roland-Garros et qu'on est éliminé, par exemple, au 3e tour, eh bien, la dotation est de l'ordre de 3 000 euros. Ah, quand même. Est-ce que, Laurent Louette, on peut enfin espérer une victoire française à Roland-Garros cette année? Ça va être compliqué chez les garçons depuis quelques années. Le dernier vainqueur français à Roland-Garros, Yannick Noah. 83. 1983. J'étais. 34 ans. Et voilà, il sautait dans les bras de son père. L'image a fait le tour du monde. Oui, exactement. Non, chez les garçons, ça va être compliqué cette année. Tsonga, Gasquet, mon fils sont incertains. On attend surtout un exploit de Lucas Pouille, ce jeune joueur qui est apparu sur la scène il y a 2 ans à peu près, scène internationale, et qui pourrait faire un miracle. Et puis, c'est surtout chez les filles qu'on a une bonne chance, nous, Français, puisque Kristina Mladenovic, qui est d'origine serbe, mais qui est née dans le nord de la France, eh bien, depuis le début de la saison 2017, a joué 4 finales, et elle est, comme on dit, en pleine forme. Eh ben, ça c'est bien. Donc, un Les petit favoris, espoir. les favoris sont les Sont- Espagnols. Ah, d'accord. Rafael Nadal, 9 victoires à Roland-Garros. Quand il joue une finale, il la perd pas chez les hommes. Et puis chez les dames, Garbiñe Muguruza, qui a gagné l'année dernière face à Serena Williams. Très vite, Laurent Louette, juste une petite question quand même qui est importante parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années. Quid de l'extension de Roland-Garros? Alors l'extension de Roland-Garros a vécu un épilogue, un premier... Enfin, ce que la fédération espère être le dernier épilogue, au mois de février dernier, avec un rendu du tribunal administratif qui lui a donné raison. Donc les travaux ont pu reprendre. Ils avaient été interrompus à l'occasion de plusieurs référés. Les travaux ont pu reprendre. Pendant la quinzaine de Roland-Garros, ils vont évidemment être arrêtés, mais pour ce qui concerne le terrain qui était réservé aux cerfs d'Auteuil, Les fameux C'est ça, cerfs d'Auteuil les qui cerfs sont qu'on devait détruire. un monument protégé, non? qui est alors un monument classé, Classé, mais même. pour lequel la mairie de Paris et l'État, les collectivités territoriales, ont désormais donné un accord sur une partie de ces serres d'Auteuil, la partie dite technique, pour que puisse être construit à cet endroit-là le fameux cours numéro 1 fermé que le stade, le tournoi attendent depuis plusieurs années. Des questions d'internautes, Alors, peut-être, des Fred. questions internautes. J'ai écouté ce que vous disiez sur les serres. C'était bien raconté, c'était beau. Alors, Didier demande si vous avez des places. La réponse est non. Quand même, Didier, il n'a pas de place. C'est Laurent, assez clair, pas- c'est non. Voilà. Il y a l'abandon de Federer, bien sûr. Et oui, alors... Wiesmann. Je vous en Ah ben prie. non, je vous en mais prie. Ah non, mais c'est toi. Alors, la terre battue n'a jamais été sa surface. Il sait que ses chances sont extrêmement minces comparées à Wimbledon. Partagez-vous son avis à Wiesmann, qui commente l'abandon de Federer? Je comprends tout à fait, effectivement, Roger Federer, qui aujourd'hui a 35 ans, vient de déclarer forfait pour Roland-Garros 2017, après avoir déjà déclaré forfait l'année dernière en C'est 2016. bientôt la fin pour lui. En fait, il est en fin de carrière et le tournoi de Roland-Garros est très usant. Ce sont souvent pour l'organisme, ce sont souvent des matchs longs, en 5-7, sur terre battue, des échanges longs, fatigants. Et donc, Federer veut aujourd'hui se préserver. D'accord. Patrick, Ah non, mais non. le sport. Ah mais, non, j'adore le côté populaire, tout ça, mais alors ça m'a jamais intéressé. Enfin, mais c'est bien ce que vous faites, j'adore. Parce que C'est bien, mais c'est bien, vous mais- auriez me le dire avant parce que... mais je regarde pas les matchs à la télé. Mais vous faites du sport. Vous avez même des sport. tennis Oui, au j'adore, pied. bah oui, exactement. Mais je cours beaucoup, je fais le semi-marathon de Paris. J'adore le sport, j'adore le côté populaire, même d'aller voir même des matchs, etc. Mais j'ai pas la passion du sport de compétition. Là, Des événements sportifs en gens, j'ai général. déjà entendu parler, bien sûr, des gens que vous citez. Je serais incapable de les reconnaître dans la rue. Vous courez tous les 2 jours, tous les jours? À peu près tous les 2 jours. Ouais.
oui. Et vous faites aussi Comme beaucoup moi. de yoga. Ah oui, comme oui. vous, Fred. Beaucoup de Tout à yoga. fait. Ouais. Beaucoup de yoga Non, le aussi. yoga, c'est très très bien. C'est quelque chose, je le recommande aux gens et c'est bien. Ouais. Bah voilà. Vous le recommande aussi, Charlotte? Merci. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis en direct pour ce 5e numéro de On vous en parle dès maintenant. Patrick Pelloux, je rappelle évidemment la sortie de votre ouvrage L'instinct de vie. Merci beaucoup. C'est aux éditions du Cherche Midi, un témoignage magnifique et poignant de votre propre expérience, mais également une méthode, la méthode de l'expert, du médecin, pour aider ceux que la vie a abîmés. Merci beaucoup. Patrick, avant de se quitter, moi aussi, là, je vais vous faire des petits cadeaux. Ah. Oui, parce que ça, c'est la gourmandise. Comme ça, Des vous pourrez aller. places pour Non, Roland pas de place Garros. pour Roland Garros. C'est le Tour de France des 100 péchés mignons. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, Un livre qui fait du bien, Ah oui. tout en rondeur, en sucré. C'est bon, Ah là là. tous ces petits plaisirs, c'est à croquignolet. c'est Et très puis bien. aussi, puisque vous écrivez, c'est toujours bon, je vous offre cet ouvrage, L'écriture et les mots. les nuances de la langue française. C'est super beau. C'est Jean-Loup Chifflet qui participe à cette collection mots, etc. C'est un vrai plaisir à lire. Je vous défendre, l'offre. De la langue française, évidemment. Il faut défendre la langue française. Merci beaucoup, Patrick Pelloux, d'avoir été notre invité Merci aujourd'hui. beaucoup. Charlotte, Le ça petit- c'est fait. Nous, on se retrouve pas la semaine prochaine parce que on va faire un petit break, on va faire un petit pont. On se retrouve ensemble le 1er juin, même heure, même punition. Ce sera le jeudi 1er juin à 15h10 pétante. Et on se quitte en musique avec Juliette Armanet, Je te sens venir. Merci Patrick. Merci à vous. tous. Merci beaucoup. Sans doute un peu incorrect, mais j'aimerais faire l'amour avec toi. Sous la pluie, mon cœur roule tout contre ton cœur, et nos destins s'enroulent. Non, n'en aie pas peur. Sous la pluie, mon cœur coule tout contre ton cœur. Oui, nos destins s'enroulent, non, n'en aie pas peur.